Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais um evento. Com esse problema da eletricidade, mas como nós somos brasileiros e temos muito jogo de cintura, estamos aí. Bom, parece um pouco bizarro eu falando nesse microfone sem som, mas de fato é porque nós estamos filmando. Então, vamos ter que revezar esse microfone, inclusive com a plateia, durante o debate. Não vou me alongar muito, mas gostaria de fazer os devidos agradecimentos às agências de fomento, a CAPES, a USP, a PROP, a Associação Internacional de Interações da Psicanálise. Penso que foram essas as agências que que colaboraram conosco. Gostaria também de dizer que este é um evento promovido pelo Núcleo de Pesquisa Subjetividade, Educação e Cultura, da Faculdade de Educação, e também pela própria Associação Internacional de Interações da Psicanálise. Queria agradecer muito a ajuda dos estudantes, do meu grupo de estudos e de pesquisa, as pessoas que estão aqui, as professoras que estão presentes, a presença dos professores franceses, e vou, então, chamá-los para compor a mesa, chamar a professora Sophie Demijolat-Mellor. Gostaria de apresentá-la também. A professora Sophie Demijolat-Mellor, ela é diretora da Escola Doutoral de Pesquisas em Psicanálise e Psicopatologia na Universidade de Paris Diderot. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre ela, sobre o trabalho dela. Ela é filósofa, fez seu doutorado em letras, fez uma especialização, ela começou os seus escritos escrevendo sobre Spinoza, e atualmente ela dirige a Associação Internacional de Interações da Psicanálise e também a revista Topic, que é uma revista com 4 edições anuais, uma revista francesa importante, que está abrindo também para publicações de brasileiros, de pesquisadores de diversos países. Então, nós temos um trabalho que já se iniciou desde 2004. Ela não é a primeira vez que ela está nessa casa. A primeira vez ela falou do livro dela sobre a criança leitora, l'enfant lecteur. E agora, o nosso projeto anterior era o projeto de sublimação e processos culturais, que durou 4 anos, e o projeto sobre criminalidades individuais e coletivas. Agora a professora Sophie propôs um novo projeto, que é o engajamento político dos intelectuais, no qual nós também continuamos a trabalhar sobre a questão da criminalidade e diversas outras frentes também de interações, de trabalho, de interações da psicanálise. Bom, a sua palestra hoje vai se centrar sobre o engajamento político dos intelectuais, e que é, de alguma maneira, um resultado das reflexões também presentes nesse livro que ela publicou ano passado, Dada a Morte, Ensaios de Psicanálise sobre o Homicídio e a Guerra. Bom, nós vamos trabalhar no esquema de tradução simultânea, de tradução consecutiva, devido ao problema da eletricidade. Gostaria de chamar para compor também essa mesa a professora Jo Gondar. A professora Jo Gondar, ela é psicanalista. Ok. Vamos mudar essa cadeira? Pode ajudar, por favor, a pegar uma cadeira, por gentileza, professora Jo? Uma cadeira mais humilde. Eu pensei, eu troquei. Richesse musicale.
Continuando essa apresentação, a professora Jogondar é membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, psicanalista, professora do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio, e também vem trabalhando conosco já há algum tempo sobre a psicanálise diferente, Balint e, enfim, com muita contribuição para o campo da psicanálise, da metapsicologia e suas interações. Bom, eu vou passar, então, a palavra à professora Sophie Demijolat Mellor para que ela comece sua conferência. Perdão. Eu sou a Marília, professora da Faculdade de Educação, para quem não me conhece. Merci beaucoup Marilia pour cette présentation. Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris, mais je suis certaine que tu as tout dit. Bien, je vais essayer donc de parler phrase par phrase, ce qui n'est pas très facile. Mais je voudrais tout d'abord commencer par dire d'abord le plaisir que j'ai à retrouver d'anciennes doctorantes devenues maintenant professeurs au Brésil. C'est toujours très agréable. Et aussi m'excuser auprès de vous parce que les exemples que je vais prendre sont des exemples qui ont trait à la France. Et j'aurais dû pouvoir prendre certainement des exemples qui ont trait au Brésil pour expliquer mon propos théorique. Mais là, ma compétence ne me le permettait pas. Alors, le thème de l'engagement politique des intellectuels est, comme ça a été dit par Marilia tout à l'heure, un thème que nous avons choisi dans l'Association internationale des interactions de la psychanalyse pour organiser des colloques dans plusieurs pays différents. Alors, ce colloque a déjà eu lieu l'an dernier. Nous l'avons organisé, Christian Hoffmann et moi-même, à Berlin. Et donc, cette année au Brésil, d'abord à Rio, ensuite à Sao Paulo. Et il aura lieu l'année prochaine, très probablement, à Beyrouth, au Liban. Bon, je vais donc commencer par le premier point. Qu'est-ce qu'il faut entendre par engagement politique ? Alors, il y a deux cas de figure possibles. Le premier cas, c'est celui où un intellectuel fait écho à une politique en cours et va la soutenir avec sa parole, ses écrits, etc. Et le second cas, c'est celui où un théoricien, qui est le plus souvent d'ailleurs un philosophe, va construire un modèle de société, modèle qui va être pendant tout un temps une utopie, mais qui va ensuite pouvoir être repris par un homme d'action et mis en acte. Alors, on a donc deux figures qui sont symétriques et inversées. Dans un cas, l'intellectuel suit l'homme d'action, et dans l'autre cas, l'intellectuel précède l'homme d'action. Alors, je vais donner un bref exemple du premier cas, mais le second cas me paraît beaucoup plus lourd de conséquences, et c'est celui sur lequel je vais insister, parce qu'il rejoint la question de la fabrique des idéologies. Alors, premier cas, donc, le cas où l'intellectuel va suivre l'homme d'action, va commenter, va intervenir. Mon exemple est un exemple situé donc au moment du début de la Première Guerre mondiale, donc entre la France et l'Allemagne. Alors là, diverses possibilités évidemment s'offraient, et la possibilité que je voudrais souligner était celle de justement essayer de se mettre au-dessus de la mêlée, essayer de dépasser la situation. Alors il s'agit de l'écrivain français Romain Rolland. Romain Rolland qui va donc s'adresser aux Allemands dans un ouvrage
où il parle au nom de ce qu'il appelle notre Goethe. Alors, son argumentation, l'argumentation de Romain Rolland, tient dans l'idée que l'Allemagne a été entraînée contre sa propre tradition dans un pangermaniste belliciste qui était celui de l'impérialisme prussien. Ce qui est un point de vue intéressant puisque on ne va pas le faire, le reporter aussi 2 décennies après vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Alors, c'est donc au nom de sa culture que Romain Rolland va adjurer le peuple allemand de ne pas suivre le bellicisme prussien. Je donne la citation de Romain Rolland tout de suite. « Êtes-vous les petits-fils de Goethe ou ceux d'Attila ? Vous vous montrez indigne de ce grand héritage, indigne de prendre rang dans la petite armée européenne qui est la garde d'honneur de la civilisation. » Romain Rolland écrit ce texte après les destructions de Louvain et de Reims en 1914. Mais Romain Rolland trouve en face de lui, aussi bien du côté français que du côté allemand, des intellectuels qui vont au contraire essayer d'appuyer le mouvement de guerre. Et ces intellectuels, il les appelle en reprenant le nom du philosophe espagnol Miguel de Unamuno, des pédants de la barbarie. Et il en dit qu'il ressemble à une meute de chiens aboyant sur la piste où le chasseur les lâche. Alors, 2 exemples où on va voir que des 2 côtés, exactement les mêmes arguments sont repris. Le philosophe français Bergson écrit « La lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la barbarie ». Et en face, l'historien allemand Karl Lamprecht répond « La guerre engagée contre le germanisme et la barbarie est la suite logique de ce que l'Allemagne a livré au cours des siècles contre les Huns et contre les Turcs. » Alors, ce que Romain Rolland essaye mais il est pratiquement le seul à le mettre en avant, essaye de faire, c'est de parvenir à différencier un peuple avec sa civilisation et son génie propre de ce qu'il devient lorsqu'il est enrôlé dans une action violente pour des circonstances politiques. Ce qui montre ce que c'est que l'engagement. L'engagement, ce n'est pas hurler avec les loups, c'est prendre le recul réflexif nécessaire pour s'exprimer de manière critique et argumentée. Et ça, c'est effectivement l'action de l'intellectuel. Alors, ma thèse sera de dire qu'il existe, on ne peut pas opposer la pensée et l'action, mais que la pensée est en elle-même, ou peut être en elle-même, une action. Et l'une des preuves qu'effectivement la pensée est une action, c'est bien le fait qu'elle puisse être jugée subversive et éventuellement donc persécutée à ce titre. Alors, je voudrais essayer de développer cette idée que la pensée existe comme un acte. Et là, je resterai toujours dans cette question de la guerre, mais la guerre d'après et plus précisément le procès de Nuremberg, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le procureur Robert Kemper s'adressera au juriste allemand Carl Schmitt en ces termes. Notre point de vue est que les organes d'exécution dans l'administration, le commerce et l'armée ne sont pas plus importants que les messieurs qui ont pensé la théorie, le plan pour toute l'affaire. Alors, on est là face à une question extrêmement difficile. Carl Schmitt a-t-il consolidé, a-t-il même préparé les crimes de guerre qui seront jugés à Nuremberg, notamment par sa théorie sur le Grossraum, sur l'idée donc d'une extension du territoire propre au peuple allemand. En même temps, il faut remarquer que Carl Schmitt, aujourd'hui, sert de référence théorique aussi bien pour des penseurs politiques de l'extrême gauche que de l'extrême droite.
Alors, ça nous pose donc la question de peut-on réduire la position du théoricien vis-à-vis des actions, vis-à-vis de ce que les hommes d'action vont pouvoir essayer d'en faire après. Autrement dit, la question n'est pas de savoir si Carl Schmitt avait ou non sa carte du parti. Carl Schmitt ou Heidegger ou n'importe qui. C'est pas ça qui est important. Ça, c'est une question qui relève de la psychobiographie. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir si, à l'intérieur d'une théorie, il y a des éléments qui vont pouvoir se développer dans un agir totalitaire. C'est ça la question que je pose en interrogeant la pensée comme un acte. Et si la pensée est effectivement un acte, elle a en effet une responsabilité historique lorsque les actes vont être donc des instruments d'aliénation. Alors, on a dans l'histoire de nombreux exemples, allant de Machiavel, Marx, Carl Schmitt lui-même, bien sûr, mais Carl Schmitt va évoquer quelqu'un d'autre dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est Rousseau, en disant... On n'aurait pas, au procès d'Uremberg, il va se défendre en disant on n'aurait pas traîné Rousseau devant un tribunal sous prétexte qu'il a inspiré les Jacobins. Alors, avec l'exemple de Robespierre, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que l'adhésion de l'homme d'action ne se fait jamais simplement à des idées théoriques, mais se fait aussi à ce que l'homme d'action peut fantasmer de la personnalité de l'auteur. Donc, je me représente les choses en trois niveaux. Premier niveau, un théoricien, la plupart du temps un philosophe, qui écrit. Donc, premier niveau, un théoricien, la plupart du temps un philosophe qui écrit. Le second niveau, quelqu'un qui va s'identifier à cet écrit et plus profondément à la personne qui écrit. Bon, je reprends, je suis désolée, j'espère que vous arrivez à comprendre. Donc, premier niveau, le théoricien. Deuxième niveau, quelqu'un qui est en fait la plupart du temps un orateur. Un orateur qui fait des discours. Et le troisième niveau, c'est celui qui va mettre en action. C'est le politicien proprement parlé. Alors, imaginez qu'effectivement un tribunal est à juger. Qu'est-ce qu'il va juger? Est-ce qu'il va juger le théoricien? Est-ce qu'il va juger l'orateur qui enflamme les foules? Ou est-ce qu'il va juger celui qui organise? Alors, je passe donc au deuxième point, qui est l'idée que de toute façon, le penseur en général, donc le théoricien, a toujours le fantasme qu'il est dans l'action. Le théoricien peut ne pas sortir de son bureau, il a néanmoins l'impression qu'il est effectivement un homme d'action. Je vais donner quelques exemples, en commençant par celui de Freud, qui écrit « Je ne suis ni un véritable homme de science, ni un observateur, ni un penseur. Par tempérament, je ne suis qu'un conquistador. » Robert Musil dira des choses très analogues. Quant à Spinoza, lorsqu'il a voulu se faire peindre, il s'est fait représenter sous les traits du révolutionnaire napolitain Masaniello. Musil dira « L'homme de pensée est engagé dans une aventure belliqueuse. Son esprit est froid, vigoureux, tranchant dans les détails, sans merci, téméraire, irresponsable, sans scrupule envers l'ensemble. » Je pense que cette phrase est très importante à confronter précisément avec la question que je viens d'évoquer à propos de Carl Schmitt. Le même Musil dira que la stratégie de l'homme d'action la plus efficace ne va pas au-delà d'une arithmétique élémentaire. En revanche, si on entrait dans une logique où on aurait à mettre en action quelque chose comme une équation différentielle simple,
Ça coûterait la vie, écrit-il, à des milliers d'hommes. Donc l'opposition entre l'homme d'action et l'intellectuel n'est pas pertinente parce qu'il ne s'agit pas en fait d'une substitution de la pensée à l'action. Pour l'intellectuel, il s'agit d'un déplacement de l'action dans un domaine où elle peut s'exercer librement, comme un enfant qui joue ou comme un amoureux qui fantasme. Alors, cette opposition entre les théoriciens et les praticiens, nous la connaissons également dans la psychanalyse et elle n'a pas plus de valeur. On voit, justement, comme je le disais tout à l'heure, que la pensée est une action, au fait que beaucoup de régimes politiques ont décidé de rééduquer, voire d'exécuter leurs intellectuels, même ceux parfois dont la pensée les avait guidés pour un temps. Et quant aux philosophes, depuis Platon, nombreux ont été ceux qui ont revendiqué une action qui n'était pas pour eux nécessairement un agir pratique, mais qui était concentrée dans l'influence qu'ils espéraient, qu'ils comptaient avoir sur ceux qui auraient cette action pratique. Alors, c'est là où tout le danger se dessine, parce que le philosophe, précisément, est libre d'imaginer. Il est libre d'imaginer en dehors de la réalité. Et la question n'est pas de limiter son droit à penser librement, mais de s'interroger sur ce qui se passe lorsque un homme d'action va s'inspirer directement de ces théories qui sont des utopies. Si on reprend la distinction très utile que fait Paul Ricoeur entre la politique et le politique. La politique, nous dit Ricoeur, c'est finalement briguer le pouvoir, c'est les élections. Hein. Le politique, c'est autre chose, c'est une structure de la réalité humaine qui est donc la question du vivre ensemble. Comment vivre ensemble ? Alors, l'intellectuel bâtit un modèle qui a trait aux politiques, donc pas à la politique. La politique, à la limite, ça ne l'intéresse pas, rarement en tous les cas. Mais la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque un homme politique, là un homme d'action politique, a besoin d'une doctrine et qu'il va faire appel aux politiques, un peu comme on peut parler d'un appel au délire. Et la question qui est présente à l'intérieur, c'est est-ce que tout texte relevant du politique comporte un programme réalisable ou est-ce qu'il y a des textes précisément qui ne peuvent pas être réalisés ? Alors, le théoricien construit une utopie qui va être reprise, le cas échéant, par un homme d'action ou par un groupe. Então, o teórico vai construir uma utopia que vai ser retomado pelo homem político, pelo homem de ação no seu programa. Parfois, le politicien va faire appel à un auteur théorique, parfois plusieurs, la plupart du temps à plusieurs. Mais la question, c'est finalement le statut de cette utopie qu'a construit le théoricien. Est-ce que c'est simplement ce qu'il a écrit ou est-ce que ça n'est pas précisément ce que c'est devenu quand ça a été repris par des hommes d'action ? Bon, on dit à propos d'un vin, quand on le laisse donc un certain temps, qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il y a des réactions chimiques qui vont se passer. On peut dire également d'un bâtiment qui a une fissure, que la fissure travaille avec le temps. Là, on pourrait peut-être dire la même chose à propos de l'œuvre du théoricien, c'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont elle va être reprise dans l'action politique, elle va travailler. Donc, elle ne sera pas la même que celle qu'elle était au début. Alors, en ce sens, on pourrait proposer, en utilisant la notion de Winnicott d'ère transitionnelle, qu'une œuvre dans ce domaine n'est pas simplement le produit d'un auteur, mais qu'elle est le produit à la fois de l'auteur théoricien et des hommes politiques qui vont la mettre en pratique. Autrement dit,
ça reviendrait à dire que la vérité du texte politique, par exemple le texte de Carl Schmitt, c'est pas simplement ce que Carl Schmitt a écrit, c'est ce que les politiciens après en ont fait. Alors, c'est pas une question facile à résoudre. On peut prendre deux exemples. Le cas du marquis de Sade, donc, qui écrit un projet pour le plaisir, un projet très ironique, sur la Société des Amis du Crime. Ça ne donnera jamais lieu à une réalisation politique. À l'inverse, le texte de Jean-Jacques Rousseau, donc, lui, visait une authenticité et lui aura effectivement une influence sur son époque par le biais de Robespierre, comme je vais en parler tout à l'heure. Si on prend l'exemple du philosophe Nietzsche, on sait que ces textes ont été déformés en partie par la transmission qu'en a fait sa sœur qui était nazie. Mais est-ce que Nietzsche est responsable de l'usage nazi qui a été fait, par exemple, de notions comme la volonté de puissance? Alors, pour tenter de répondre à cette question, il faut aller un peu plus loin et considérer que toute théorie, précisément parce qu'elle est abstraite, a toujours à l'intérieur d'elle-même une potentialité à l'inhumain. Alors, je saute la suite. Je voudrais passer directement à l'exemple, donc, qui est l'exemple de Rousseau lorsqu'il est lu par Robespierre. On a souligné à quel point Robespierre s'était identifié à Rousseau, s'était identifié à la personne de Rousseau. Alors, ils ont eu des conditions sociales et affectives de départ qui étaient similaires. Ils étaient tous les deux orphelins. Ils ont vécu tous les deux une humiliation précoce de la pauvreté et tous les deux un défaut de protection parentale. Ils vont partager tous les deux un vécu de préjudice et un désir de réparer l'injustice subie. Tous les deux vont le faire sous une forme sublimée qui n'est pas celle de la réussite personnelle, mais le triomphe de la justice à laquelle ils cherchent à s'identifier. Alors, ils vont... C'est l'avion. Oui. Ils vont consacrer leur voix, l'un par l'écrit, l'autre par le discours, à essayer d'aller contre l'intrigue, la lâcheté, le complot. Ils seront en permanence convaincus d'être accusés et ils vont accuser eux-mêmes dans un plaidoyer infini, donc, où ils s'expliquent, ils se confessent, ils se donnent comme exemple d'une situation injuste étendue. Alors, je n'ai pas envie de faire de la psychanalyse appliquée et encore moins de la psychiatrie appliquée. Donc, j'éviterai d'entrer dans des caractérisations psychopathologiques à leur égard. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que c'est la similarité entre les deux. L'un écrit donc des textes théoriques en forme de discours et l'autre écrit des discours en forme de textes théoriques. Il y a trois axes notionnels qui leur sont communs et que je vais énoncer. Le premier, c'est la pureté, qui revient en permanence. Le second, c'est le peuple comme abstraction, qui va fonder la terreur. Et le troisième, c'est le sacrifice de soi. Alors, Robespierre, donc, qui avait la fonction d'être l'accusateur public, va soutenir une idéologie de la pureté qui est liée au dénuement, qui est liée à la pauvreté. On est pur seulement si on est pauvre. Robespierre défend en apparence l'égalité des droits, mais il considère que l'inégalité des biens est inévitable, ce qui est intéressant finalement. Il n'est pas du tout sur une position comme sera Marx ou comme seront les socialistes. L'argent, pour Robespierre, c'est le fait des fripons.
Je ne sais pas comment ça se traduit là, parce que c'est un mot français. Oui, oui. Et là, il rejoint tout à fait l'idéal rousseauiste de frugalité, chasteté, ascétisme, propreté, etc., etc. Et l'idée, c'est que c'est précisément parce que le peuple n'a rien qu'il est vertueux et qu'il a de la force. Et qu'il a de la force aussi. Parce qu'il n'est pas souillé par l'argent et le pouvoir. Alors, c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas de faire sortir le peuple de sa pauvreté. Il s'agit au contraire de faire de la pauvreté une force. Et le peuple, donc, devient une abstraction qui va être porteur de la terreur. Parce que le peuple est pauvre, parce que le peuple est pur, il a un droit absolu à la violence. Alors ça, c'est une idée typiquement rousseauiste, c'est-à-dire que la dimension politique et la dimension morale sont inextricablement liées. En 1794, Robespierre donc, fait un discours à la Convention où il dit les choses suivantes. Le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Alors, le quatrième état, donc, l'état de ceux qui n'ont rien, ils sont toujours dans l'émeute parce que précisément ils n'ont rien à perdre. Mais il faut qu'ils n'aient rien à perdre pour pouvoir rester dans l'émeute. Donc les apaisés ne seraient pas leur donner de l'argent, les apaisés seraient remonter à la cause de l'émeute et donc établir le règne de la justice. Robespierre aura cette formule, l'intérêt du peuple est l'intérêt général, l'intérêt des riches est l'intérêt particulier. Alors, toute la violence de la terreur révolutionnaire donc, de cette époque est résumée par Robespierre dans un personnage moral abstrait qui est le peuple, et lui-même est identifié à ce personnage moral en tant que l'accusateur public. Une dernière citation. « Le courage et l'énergie du peuple peuvent seuls conserver la liberté. Il est enchaîné dès qu'il s'endort, il s'agit du peuple. Il est méprisé, la question du sacrifice de soi. » Le sacrifice de soi, ça va être celui de Robespierre lui-même. Robespierre qui peint le peuple par lui-même et se peint lui-même par le peuple. C'est complètement réversible. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on est parti finalement d'un texte abstrait qui est le texte donc de Rousseau, qui est repris par Robespierre. Mais Robespierre, à l'autre bout, devient lui-même une personne complètement abstraite qu'il appelle le peuple. Et c'est précisément à cause de cette abstraction qu'il va pouvoir mettre en place la terreur. Un autre révolutionnaire, Saint-Just, qui sera guillotiné en même temps que Robespierre, dira une phrase qui est très belle en français, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est dur à traduire parce que même le terme est ancien. L'exercice de la terreur a blasé le crime. Blasé, ça veut dire que, c'est un français qu'on n'utilise plus aujourd'hui, ça veut dire que ça a usé le goût. Et donc Robespierre, précisément parce qu'il est complètement pénétré par les théories de Rousseau, n'était plus capable de reconnaître le crime, contrairement à Saint-Just. Je vais essayer de passer rapidement maintenant à la dernière partie qui va être ma conclusion. Comment passe-t-on de la construction des idées à la fabrique des idéologies? Et je repartirai d'une phrase de Freud, d'une expression de Freud qui parle d'un abandon sublimé à une idée abstraite. Alors, cet abandon sublimé, c'est celui qui va caractériser l'homme d'action, qui se voue à la mise en pratique du texte. Mais pour ça, il va faire une opération d'aliénation qui va permettre de modifier aussi bien la réalité que les valeurs chez les gens qu'il veut galvaniser. Alors, le meneur...
Le meneur est donc habité par une idée, une abstraction. On aura donc, je reprends, une série qui va de l'idée abstraite à celui qui va révéler l'idée abstraite, ce que Hegel aurait appelé un individu historique, et ensuite ceux qui vont en témoigner, les héros, les martyrs, etc. L'individu historique va être à la limite entre l'idée et l'acte. Il s'inspire d'un texte ou d'une idéologie. Il ne va pas agir lui-même, mais il parle. C'est la phase précisément de l'orateur, celle dont j'avais dit au début qu'elle est intermédiaire. Alors, il y a effectivement une relation d'aliénation au texte. Elle n'est jamais directe. Je crois que c'est ça qui est important de voir. Elle est toujours médiatisée par un discours, elle est toujours médiatisée par l'éloquence de quelqu'un. Si le théoricien est souvent un philosophe, l'homme politique est très souvent un avocat. Et ça depuis Cicéron. L'aliénation, elle va passer par la séduction de la parole et pas par la compréhension du contenu. Cela dit, celui qui parle, celui qui manie cette éloquence, il faut qu'il se soit lui-même persuadé, il faut qu'il se soit auto-infatué, pourrait-on dire, du texte qui va lui permettre précisément cette éloquence. C'était le cas de Robespierre vis-à-vis de Rousseau. Donc l'aliénation que celui qui écoute peut effectivement engager pour lui-même, elle existe auparavant chez celui qui va transmettre le texte théorique. Et la question évidemment qu'on peut poser, c'est est-ce que tout texte théorique peut devenir un instrument d'aliénation collective ou non ? Je pense que c'est probablement le cas et que ça tient justement à la distance qu'il y a entre l'utopie et l'action politique concrète. Et en ce sens, même si l'utopie n'a pas voulu les actes qui vont être éventuellement jugés par des tribunaux, on ne peut pas dire qu'elle n'en est pas responsable. Voilà, je vous remercie de votre attention et surtout je remercie le traducteur. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a conferência da professora Sophie Demijolat, agradecer também aos tradutores. É um trabalho muito difícil, por isso mesmo que a gente sempre preza o rigor, né, das palavras, dos detalhes. Não é um trabalho tranquilo, é um trabalho, às vezes, tenso de tradução. E, às vezes, a gente até quer intervir para tentar chegar no ponto mais justo possível, mas a gente sabe que é sempre impossível conseguir fazer perfeito ou tudo. Isso é uma análise, ajuda a gente a descobrir. Bom, queria também dizer, fazer um pequeno comentário sobre a dimensão, né, das coisas que estão sendo ditas aqui, a importância das coisas que estão sendo ditas aqui, que a princípio podem não parecer ter uma relação direta com o problema da violência nas escolas, da crise na esfera educativa, mas, de certo modo, a gente vai estar durante todo esse tempo, né, esse tempo juntos, tentando fazer essas amarrações. Eu não vou tomar a palavra da professora Jo Gondar, que vai fazer o comentário do texto. Depois nós vamos poder discutir um pouco mais as ideias com o público. Então, eu passo a palavra à professora Jo Gondar, que vai fazer seu comentário. Bom dia. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Marília por ter me convidado para fazer esse comentário. Eu acho que é um texto importante, um trabalho importante, uma discussão importante que a gente pode ter aqui. Queria, então, agradecer também o texto da professora Sophie Demijolat. E queria dizer sobre a questão da tradução que eu não acho de todo ruim que não tenha havido a tradução simultânea, porque a tradução consecutiva ela permite com que a gente possa ir sedimentando as ideias, né? Ela é mais lenta, ela faz com que a gente possa acompanhar
assim, um pouco melhor e pensando naquilo que a gente escuta, não é tão mal assim. Bom, então, eu vou primeiro retomar a tese que eu considero principal do texto da professora, para, em seguida, fazer os meus comentários. Então, a tese central, né, da professora Sophie, é que o pensamento já contém uma ação política potencial. Ninguém ouviu nada, né? Então, vou falar de novo. A tese central é de que o pensamento ele já contém uma ação política potencial. É a tese central do texto. Então, com essa tese, ela atravessa essas oposições habituais entre teoria, prática, pensamento, ação, intelectual e homem de ação. Ela chama atenção para essa dimensão do agir, que todo pensamento contém, do mais concreto ao mais abstrato, e ela usa a teoria psicanalítica para esclarecer essa relação entre pensar e agir. Ela diz, então, que todo pensamento ele já traz uma fantasia de ato, e essa fantasia de ato ela é engendrada e habitada pelas pulsões. Então, haveria uma base pulsional em toda a teoria, em todo o discurso, e é essa base pulsional que permite com que a gente possa ver nos teóricos de mãos mais brancas, né, nos teóricos mais encerrados num gabinete, a presença de uma pulsão erótica ou agressiva de expansão ou de destruição. Então, é por isso que a gente pode pensar que o Freud, dentro das quatro paredes do seu consultório, estaria sendo um conquistador, ou Kant poderia ser um aventureiro sem nunca ter saído da sua cidade. Então, a ideia de uma força pulsional que estaria presente no pensamento, ela faz com que a gente possa interrogar um pensamento num plano que não é só dos atos imaginados. O pensamento ele pode ser visto como um movimento que se dirige ao mundo real, mesmo que essa realidade desse movimento seja potencial. Então, todo pensamento, é assim que eu compreendi, o que a professora Sophie nos trouxe, todo pensamento ele seria um mundo possível, ele contém um porvir e ele desenha um certo horizonte. Então, o homem de ação, ele, mais do que aderir à fantasia de um pensador, ele consegue, aderir às ideias de um pensador, ele consegue se identificar com a fantasia de ato que esse pensador apresenta, né, que esse pensamento contém. Então, no pensar já haveria ousadia, intrepidez, enfim, porque isso estaria sustentado nesse pulsional. A pulsão estaria apontando para uma brutalidade do texto. O texto jamais seria inocente. A outra tese que me parece que é forte no texto e que deriva dessa primeira é quando a professora Sophie fala da potencialidade inumana das utopias teóricas. Ela apresenta uma utopia teórica como uma teoria abstrata, e toda teoria abstrata, ela estaria, de fato, ela teria um desprezo pela singularidade, pelo sofrimento das pessoas que a ela estariam se submetendo. Então, na medida em que a teoria despreza essa particularidade, essa singularidade, essas inclinações pessoais, ela estaria mostrando uma disposição para a crueldade. Essa crueldade depois poderia ser, de fato, cometida por aqueles que abraçam a teoria, mas já estaria presente, pelo menos potencialmente, na teoria. Então, o Rousseau, que seria o defensor da bondade natural do homem, com a teoria do contrato social, ele já estaria preparando a crueldade que seria depois exercida pelo Robespierre. Bom, então, a professora pergunta, será que os pensadores são responsáveis pelos atos que neles se inspiram? Né? Ela diz que sim,
né? É a sua conclusão, mas eu entendo que há aí um certo paradoxo, que é um sim e um não, né? Eles são responsáveis, mas, ao mesmo tempo, eles não são todos responsáveis, porque existe um espaço onde a ação se realiza, que congrega, que faz com que essa ação seja compartilhada pelo pensador, pelo orador, pelo homem de ação. Então, ele é responsável por aquilo que ele engendra? Sim e não, porque ele não é inteiramente responsável, já que existe esse processo compartilhado. Existem homens de ação que se apropriam dos textos teóricos, que deformam esses textos teóricos e que colocam esses textos em práticas. Então, a atividade política, ela se exerce nesse espaço potencial, nesse espaço transicional. Assim. Tá bom. Vamos lá. Bom, essa noção de espaço transicional, ela é trazida pela professora Sophie, mas ela não é desenvolvida no texto, né? E eu queria desenvolver um pouquinho, porque eu vou basear os meus comentários a partir dessa noção. O espaço transicional é uma noção proposta pelo Winnicott para designar uma zona intermediária entre o mundo interno e o mundo externo, onde se fazem a brincadeira, o jogo e a experiência cultural. Tem que usar o microfone, eu esqueci. Esse espaço é um espaço de fronteiras indeterminadas, onde se faz sempre a passagem entre eu e não eu. É onde vai se dar sempre essa passagem, permanentemente. Então, ele, além de ser um espaço transicional, a gente pode pensá-lo como um espaço potencial. Quer dizer, na verdade, o Winnicott ele só fala uma vez em espaço transicional, ele fala mais habitualmente em espaço potencial. Esse espaço potencial ele é um espaço de passagem do informe para a forma, da potência para o ato, né? Ele envolve essa indeterminação. E o Winnicott ele destaca que aquilo que acontece nesse espaço não é produção de representações, mas é a inscrição de um gesto erótico ou agressivo na materialidade do mundo. Então, é nesse ponto que me parece que aquilo que a professora Sophie traz sobre as bases pulsionais do político, no texto e na ação, se afina com essa ideia de espaço potencial. Mais do que um lugar de representação, um lugar de discurso, o espaço potencial é um espaço de inscrição de gesto. Quer dizer, tanto para aquele que pensa quanto para aquele que age. Quer dizer, envolve sempre essa inscrição. Inscrição de uma moção pulsional, erótica ou agressiva, sobre uma materialidade que suporta ou resiste esse gesto. Então, me parece que a argumentação da professora Sophie se afina com essa ideia e me parece que se afina também com a lógica do espaço potencial, que é uma lógica paradoxal. O espaço potencial ele se dá entre a fantasia e o ato, ele se dá entre o eu e o não eu, ele separa e reúne ao mesmo tempo, e o Winnicott diz que esse paradoxo ele deve ser suportado ao invés de ser contestado. Então, ao invés de a gente tentar resolver esse paradoxo através de sínteses, por exemplo, a dialética hegeliana ela funciona dessa forma, né, a partir da formação de sínteses que ganham o estatuto de identidades temporárias. No espaço potencial existe um outro tipo de dinamismo. Não são possíveis as fronteiras estabelecidas entre pensar e agir, ou entre teoria e prática, ou entre sujeito e objeto. É um espaço de limiares, não é um espaço de fronteiras e nem de identidades. Então, me pareceu curioso que, no plano da argumentação, todo o texto da professora Sophie
ele se desenvolva de uma maneira muito consoante a essa ideia do espaço potencial e dos paradoxos do espaço potencial. Enquanto que no plano dos exemplos que ela apresenta, e apresenta para tornar mais concreta essa argumentação, haja um retorno às identidades. Eu entendo que a professora Sophie afirmou que ela traria exemplos relativos à França, que ela desconhece a realidade brasileira, mas a questão aqui não é exatamente a identidade específica sobre a qual se está falando, mas o fato de se pensar a partir de identidades, e não pelo fato dessa identidade ser francesa ou brasileira. Quer dizer, então, eu vou me ater aqui aos exemplos apresentados, à identidade francesa, porque foi essa que foi trabalhada, mas o que eu gostaria de comentar é essa lógica que privilegia as identidades ao invés de um paradoxo, ao invés dessas fronteiras, enfim, móveis. Então, o texto apresenta inúmeros exemplos de relações entre os intelectuais e os acontecimentos políticos. Começa com Romain Rolland, apelando aos alemães, a quem chama de bárbaros, e termina com de Gaulle e o Marechal Pétain, o chefe colaboracionista. Acho que não falou disso. Então, na maior parte desses exemplos, o político ele ganha a forma de uma peleja entre identidades nacionais, especificamente entre a França e a Alemanha. Então, nessa peleja, os alemães são apresentados como inimigos, a barbárie, o nazismo, e a França como um sujeito em conflito entre Rousseau e Robespierre. Mas, curiosamente, os pensadores que são convocados para sustentar a argumentação teórica do texto, eles escrevem em alemão, que são Musil, Freud e Hegel. Então, é como se o texto tivesse duas linhas. Uma linha mais explícita, que é a linha da argumentação, que faz o pulsional atravessar pensamento e ato, que desfaz as fronteiras entre o individual e o social, entre o sujeito e objeto, entre teoria e prática, que trabalha mais com limiares e menos com identidades, e uma outra linha onde essas identidades são recuperadas de uma maneira não tão explícita, na escolha dos exemplos apresentados. Que eu volto a falar, a questão não é especificamente a identidade francesa, mas o fato de se pensar dessa maneira. Como se houvesse uma concepção do que é político num plano e uma concepção diversa num outro plano. Então, aqui o que está em causa seria justamente a concepção de político com a qual a professora Sophie está trabalhando. Foi explicado desde o início do texto o que seria um engajamento político, mas não exatamente o que seria o político desse engajamento. A professora chegou a comentar que os intelectuais eles estariam mais interessados no político e não na política, né? Na política que, enfim, está referida a essa prática, às eleições e tal, e o político enquanto possibilidade de pensar como podemos viver juntos. Mas eu pergunto se é possível a gente pensar o político a partir de uma posição neutra em termos da política. Quer dizer, é possível se separar isso? Ou teríamos que, a partir do momento em que pensamos o político, pensamos a partir já de uma determinada posição, né? Então, qual é a concepção de político, eu pergunto, com a qual o texto trabalha? Ainda que ele não esteja apoiado numa causa, nem numa ideologia, nem deva estar, acho que é preciso levar em conta que hoje as identidades elas desmoronam também no plano da ação política, que nós não temos mais grandes homens para realizar um projeto de emancipação política ou de emancipação global. Para pensar e agir na política hoje, me parece que é preciso, para além das pelejas entre as identidades europeias, levar em conta os imigrantes, levar em conta os refugiados, as minorias que vivem no norte e no sul. Eu gostaria, então, de perguntar à professora Sophie como podemos pensar hoje o engajamento e a responsabilidade política dos intelectuais sem dispor das identidades funcionando como motor de luta e sem líderes políticos capazes de levá-la adiante. Como é que a gente pode pensar a função dos intelectuais a partir de movimentos como a Primavera Árabe,
como os acampamentos da Praça do Sol, Wall Street, movimentos que estariam sendo produzidos por aquilo que o Antônio Negri chama de multidão. Multidão que não é nem um povo com contornos identitários, nem uma massa amorfa e carente de um líder, mas uma multiplicidade de singularidades. Como é que a gente pode pensar o engajamento dos intelectuais em estruturas de participação mais horizontal, sem líderes nem representantes específicos? Como é que se dá esse engajamento quando nós perdemos o lugar hierárquico e verticalizado do sujeito suposto saber? Mesmo na cena psicanalítica, né? Quer dizer, mesmo na cena psicanalítica, enfim, nós psicanalistas perdemos esse lugar. O modo como o político se constitui hoje não estaria apontando também para os intelectuais um lugar mais modesto? Talvez, ao invés de faróis, o lugar de vagalumes em meio a outros vagalumes, para usar a metáfora de Huberman. Ao mesmo tempo, eu vejo os intelectuais serem convocados para pensar questões que não eram consideradas políticas até então. E que, justamente porque se estabelece um laço social mais horizontal, passam a ser consideradas políticas. A Judith Butler, por exemplo, ela faz da questão do luto, da perda, do reconhecimento da dor, as questões políticas mais prementes da atualidade. Ela mostra como a perda revela a vulnerabilidade de todos nós, ela aposta num laço social construído a partir da precariedade, e ela destaca a importância política de se pensar nos processos de constituição do sujeito, não só para entender as bases da violência, mas para engendrar os movimentos de responsabilização coletiva. Então, não apenas a Judith Butler, mas outros pensadores, o Homi Bhabha, o Axel Honneth, por exemplo, eles mostram como as lutas políticas estão sempre integrando um fator subjetivo, que é a necessidade primária que todo indivíduo possui de ser reconhecido e respeitado no seu ser e nas suas dores. Se fala hoje em afetos políticos e se considera que o luto, a vergonha e o desamparo não são mais questões apenas de foro íntimo, são problemas públicos. Então, somos surpreendidos com o fato de que questões que sempre pareceram próprias da psicanálise ou próprias, né, da intimidade, se tornem hoje questões políticas. Isso também não nos faz repensar a nossa própria tarefa? Eu acho que isso não concerne apenas aos psicanalistas, também aos educadores e a todos aqueles que trabalham com a subjetividade. Então, me parece que tanto a pedagogia quanto a clínica podem ser consideradas, nesse caso, atividades políticas. A pedagogia, enfim, sempre foi mais claramente, mas a clínica também pode ser considerada nesse plano, porque nós tratamos de questões políticas num plano que não é abstrato, né, que é o plano do desejo, da pulsão vividos na carne. Então, as questões que a clínica se defronta, elas são sempre questões políticas, estejam vindo de uma família, estejam vindo de uma escola, de uma relação amorosa. O que está em jogo sempre é o desejo e os afetos, né, e o modo como esse desejo e esses afetos podem se expressar diante das injunções que tentam assujeitar esse desejo e esses afetos. O modo como nós vamos encarar as formas de sofrimento que decorrem daí e conduzir a sua clínica, coloca a nós, aí eu estou falando particularmente a mim, como psicanalista, de imediato comprometidos ética e politicamente. Bom, seriam esses comentários que eu teria a fazer sobre o texto. Quero agradecer a oportunidade de a gente discutir aqui e ao ótimo texto da professora Sophie Mijolat, que nos permitiu, enfim, pensar tudo isso. Muito obrigada. Bom, vou passar então a palavra para a professora Sophie de Mijolat para que ela possa responder aos questionamentos, aos comentários da professora Jogondar. Merci. Je vais avoir un petit peu de mal probablement à répondre à toute cette très riche intervention parce qu'il y avait beaucoup d'idées et mon portugais n'est pas à la hauteur.